Donc ici on a à la bande dessinée, une librairie BD dans le 18e. C'est ça. Alors on est dans la librairie la bande dessinée qui est dédiée à la BD d'occasion et aussi de collection. Et dans laquelle on peut trouver des petits formats, des périodiques, des récits complets, des albums évidemment, des tirages spéciaux, enfin toutes sortes de choses. Au niveau des dates, ça commence quand? Ça finit quand? 1839. 1839, c'est des périodiques? Non, c'est Les Amours de Monsieur Vieuxbois, la deuxième et dernière édition autographiée par Topfer. Donc c'est un bel album, d'ailleurs je vais le montrer parce que c'est quand même ça. À l'origine c'était ça la couverture. Ça a été relié, je dirais, en début du 20e. Mais c'est donc la deuxième édition qui succède à la première qui était en 37 je crois. Et c'est une splendeur parce qu'on se rend compte que d'une part le dessin de Topfer est quand même vraiment très différent de celui de son fils ou de Cham, ceux qui ont redessiné au fur et à mesure des années, puisqu'à l'époque le procédé c'était un tirage devait être redessiné, c'était de l'autographie. Et voilà, bah ça c'est vraiment génial. À lire c'est ultra drôle, il avait déjà trouvé des quantités de choses incroyables dans les ellipses et tout ça, c'était d'une modernité effrayante. Ok, donc ça c'est 1839. 1839. Tu dois pas en avoir 15 000 non plus. Non, j'en ai un. Mais du coup, c'est le point de départ. D'accord, c'est le point de départ. Okay. Ensuite, après, c'est vrai qu'on est plus début du 20e, et c'est effectivement des périodiques. D'accord. Du genre... ceci dit, je dis des périodiques, après, c'est vrai que chez Hachette, il commence à y avoir des albums de bande dessinée, déjà très très tôt, en fait, les années 110. Là, j'ai un truc qui n'est pas un album, mais que je trouve formidable que ça a été sauvé. C'est tiré d'un album qu'on peut croiser quand on a beaucoup de chance et qui est souvent quand il sort est très très cher. C'est les aventures du petit Sammy. À chaque fois c'est une planche où Sammy éternue par Winsor McCay. Donc, ah oui d'accord. Okay. L'immense Winsor McCay. Et quelqu'un m'a apporté les pages de l'album puisqu'il n'y avait plus d'album. Et c'est d'une qualité d'impression incroyable. C'est vrai que c'est super joli. Les gens qui m'ont acheté de ces pages les font entoiler souvent comme des affiches. Pour les afficher parce que c'est vraiment extraordinaire quoi. Puis le format était incroyable. Ouais c'est super. Et ça par exemple ça coûte combien? Les pages elles-mêmes, ouais, les pages je les vends 25 €. Ah ouais c'est vrai. Voilà, ce qui est du coup raisonnable compte tenu du fait qu'il n'y a rien d'imprimé de cette sorte de Winsor McCay ensuite. Il faut attendre vraiment ces dernières années où ils ont fait des efforts incroyables mais malgré tout là c'était vraiment très très beau quoi. Ok. Dans les années 30, il y a beaucoup de choses dans les années 30 qui sont assez peu collectionnées, voire assez peu connues. Ce qui va être encore collectionné, même si c'est beaucoup moins que dans les années 60-70, c'est les périodiques. Tous les aventureux, l'aventure... Et ça j'ai vu, t'en as pas mal, c'est tout ce qui est dessous là, non? Ouais, effectivement. J'ai un petit peu de tout. Pardon, je bouge, mais... il y a le journal de Mickey, qui est très beau. On avait le journal Hop là. Là on est en 39. D'accord. Il y avait beaucoup de bandes américaines géniales. Et voilà, ça c'est formidable. Très très bonne revue. Et il y en a plusieurs comme ça. À l'époque, la BD américaine avait quand même une classe incroyable. Et d'ailleurs, les grands journaux des années 30 français ont repris ce que déjà faisaient les Américains dans les années 10-20, c'est-à-dire du vrai grand format. C'était bien imprimé, c'était beau. Donc parce qu'en France, à l'inverse, dans les années 10-20, la bande dessinée c'était vraiment un truc... c'était des revues toutes petites, avec le texte en dessous, c'était désespérant, c'était vraiment... pas terrible. D'une austérité, ouais, c'était pas terrible. À la même époque, les Américains avaient compris, ils avaient des suppléments qui dépliaient, étaient géants, étaient très très beaux. C'est le Golden Age du comics en fait. Voilà, le Golden Age, c'est ça. Ouais. Oui, qui était très collectionné en France dans les années 60-70, tout le monde courait après les journaux de l'âge d'or. Maintenant moins, mais disons que il y a encore des collectionneurs qui veulent compléter leur série, mais il y a aussi des gens que ça intéresse de nos générations,
50, qui ont une approche différente, c'est pas exhaustive, ils n'ont pas envie d'avoir tous les numéros de chaque série, etc., mais qui voient que c'est merveilleusement beau et bien imprimé, et qui recherchent des périodes données. Du coup, c'est très vivace, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Et je fais aussi dans le récit complet, parce que ça c'est un autre domaine passionnant et dans lequel il y a des choses qu'on croise d'ailleurs très difficilement. Alors le récit complet, c'est quoi exactement? Alors le récit complet, c'est ce qui va exister et coexister d'ailleurs entre le périodique et le petit format. C'est-à-dire c'était un format papier dans lequel de 16 ou maximum 30 pages, pour les plus épais, dans lequel il y avait une petite histoire complète en général. Et alors souvent c'est format à l'italienne, plus rarement à la française. Tous ces formats des années 30 dans lesquels il y avait des choses géniales. Hein. On pouvait trouver du fantôme, en vrac. Voilà, toutes ces séries-là, je trouve ça, l'objet est formidable et c'est des collections passionnantes. Voilà, là, on a le Royaume sous-marin, une maquette improbable. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau. Et bon. Ça par exemple, ça coûte combien aussi? Ça vaut 80 €. 80 €. Voilà. Tu peux l'ouvrir pour qu'on voit ce qu'il y a dedans? Ouais. Ah oui, à l'intérieur c'est en noir et blanc, ouais. Évidemment. Forcément. Pour le coup, les récits complets étaient systématiquement noir et blanc dedans. Forcément. Mais alors par contre, là c'est très bien imprimé, c'était beau quoi. Ouais. Et puis alors là, il y en avait un peu plus, là il y avait quoi? Il y avait 16 pages. Parce que tout à l'heure je disais 16-32, mais en fait c'était bien souvent 8 ou 16 pages de récits complets. 16 pages c'était déjà le bon récit complet. Là on est en 38, avec une maquette, franchement c'est beau. Ah oui, la maquette elle est super. Et ça poursuivi après-guerre. Voilà, là on est... c'est la même collection, mais après-guerre. Bon bah voilà, c'était un peu dans la même lignée, un peu moins impressionnant. Je veux dire, l'objet c'est un peu plus petit, mais celui-là, l'impression elle est extraordinaire. Il y avait beaucoup plus de procédés différents d'impression d'abord, avant-guerre. Il y en avait plein, il y en a que je connais pas du tout. Mais... Là je vois que tu as des petits formats. C'est les petits formats ça? Voilà, alors il y a un local au fond qui est dédié intégralement au petit format. D'accord. Maintenant, qui vient d'ouvrir d'ailleurs, un espèce de département petit format et récit complet. J'avais pas la place de tous les mettre, donc tout ce qui est. Il y a 2-3 éditeurs, enfin en fait, principalement un éditeur, Aredi Artima, qui est ici. Et voilà, je vois qu'il y en a un petit peu quand même. Oui, les petits formats, c'est un genre passionnant en plus, parce qu'il y a des trouvailles incroyables. Je continue à découvrir des choses, et j'ai pas fini. Je feuilletais un Sunison des éditions Aventure et Voyage, collection Mon Journal, et dedans il y a du Solano Lopez, l'auteur formidable de l'Éternaute. Ouais. Une bande que je connaissais pas du tout, c'est génial quoi, c'est une trouvaille incroyable. Et ça, il les trouvaille tout le temps, d'ailleurs dans les forums de petits formats, il y a vraiment matière à discuter, on trouve des auteurs incroyables, y compris qui sont devenus très connus, hein, les auteurs qui sont très collectionnés dans leur version album, mais dont les gens ignorent qu'ils ont été publiés d'abord dans les petits formats. Donc après, quand on avance dans le temps un peu, Tintin en France, Tintin... Ben, en France, Tintin, et puis pas très loin derrière, Jacobs, Franquin, évidemment. Et tout ça, tu as des... Ah oui, tout ça, j'ai Tu as... un petit peu de tout dans cet esprit-là. Alors, en l'occurrence, je me rends compte qu'à part les années 50, j'ai beaucoup mis l'accent pour les albums de la BD franco-belge classique sur Dupuis, parce que d'une part, ça me parle plus, et puis en réalité, c'est beaucoup plus collectionné que tout ce qu'il y avait dans le journal de Tintin. Je parle des petites séries. Évidemment, dans le journal de Tintin, Jacobs, Black et Mortimer, Alix même était encore collectionné. Mais si on passe les 4 têtes d'affiche, toutes les petites séries ont marqué un peu de gens, donc il y a quand même des gens qui les recherchent, etc. Mais
pas de la même manière que Spirou, dans lequel l'intégralité du contenu du journal a marqué les gens, et les amateurs du journal de l'époque recherchent quasiment tous les titres qu'il y avait dans le journal à l'époque, parce que c'était d'une qualité vraiment, selon moi, peut-être un peu polémique, je sais pas, mais nettement supérieur, quoi, dans l'ensemble. D'accord, donc Spirou des années 50 ? Spirou des années 50 à 70. D'accord, et c'est quoi les séries, donc ? Ah bah, si on passe les séries un peu datées, bien très collectionnées, comme Bug Danny, ou je sais pas, les Timur, etc., mais ensuite on peut trouver des séries dans chaque décennie qui sont tout aussi collectionnées. Les Gilles Jourdan, c'est très collectionné, Petit Feu Tondu, bon, et là c'est déjà assez ancien, mais si on avance dans le temps et qu'on est dans les années 70, que ce soit Tunique Bleu, Natacha, ou des toutes petites séries, les Bidouilles et Violettes, des séries qui sont souvent géniales. Les Crostons de Liège. Tous ces petits albums-là sont vraiment très bons. Lucky Luke, évidemment, enfin, sont des stars. Recueil numéro 16, avec toujours les couvertures incroyables de Franquin. Ouais. Ça, c'est beau comme tout. Alors j'ai aussi... là, pour le coup, c'est très daté. Moi, je trouve ça très bon, parce que je trouve Sirius incroyable. Là, effectivement, on est dans le Dupuis des années 40. Bon, après, évidemment, on a les CR, les grands titres. Alors là, j'ai sorti ça en l'attrapant quasiment au hasard, mais ça, c'est très collectionné. Et pour cause, c'était très bon. Gervy, les aventures de Patapouf, les enquêtes de Patapouf. Voilà, il y a toute une période en ciné-color, c'était des albums très fragiles, donc difficiles à trouver. Évidemment Tintin, avec l'édition originale du Temple du Soleil, qui n'est pas le titre le plus difficile à trouver, mais qui reste un album collectionné quand il est en bel état. Et de l'autre côté du Golem, on avait le journal de Spirou, avec l'inénarrable No Estate, qui est quand même un des meilleurs de la série. Bon, il y a vraiment deux écoles différentes, quoi, entre Tintin, qui était quand même surtout occupé par des gens un peu laborieux, mais très doués pour certains, hein, parce que Hergé, c'est sûr, Jacobs, mais c'était pas des... Chez Dupuis, de l'autre côté, dans le journal de Spirou, il y avait quand même beaucoup de virtuoses, quoi. Il y avait des types comme Maurice, Franquin, qui dessinaient tous... la plupart étaient vraiment des gars virtuoses. Tu peux voir leurs dédicaces, quoi. C'est-à-dire des types... Jacobs et Hergé étaient des rois du produit fini. C'est très très beau une fois mis en page et imprimé, mais quand on voit à quel point c'est laborieux en dédicace, c'était pas des virtuoses du dessin. C'était pas le dernier à le dire d'ailleurs, il me semble, Hergé. Malgré tout, dans le journal de Tintin, ils ont eu le bon goût d'éditer des choses comme ça, par exemple. Je sais pas si on le voit malgré les reflets. Qui est sinon mon album préféré de la série Babette, en tout cas mon préféré de la période du journal de Tintin. Jusqu'à cette période-là, il a dû adapter son trait pour ressembler, pour être plus dans l'air l'esprit Hergé, ce qu'il a fait sans difficulté. Hein. Ça a donné des albums géniaux, dont La Clé de Bronze. Et du coup, non, il y a beaucoup de choses très très bien quand même chez au Lombard. J'avais autre chose là au Lombard de sympa, parce que au Lombard quand même, avant de passer chez Pilote, il y avait quand même Uderzo qui démarrait, et ça fait quand même des beaux albums. Pareil dans les années 60. Et alors, dans les années 60, évidemment, on a ça, que tout le monde connaît bien. Gaston. Voilà. Gaston. Alors j'ai pas le Gaston 0 qui avait été fait avec des chutes de papier dans les caves du journal, qui est très cher et très rare, qui passe pas fréquemment ici. Mais voilà, là on a un des petits formats après lesquels je courais plus jeune. Donc ça c'est pour les années 60. Ou ça aussi. Gilles Jourdan, qui quand même se relie comme Gaston, vraiment. Ça vieillit pas beaucoup ça. Il y avait aussi d'autres pans de la BD dans les années 60. Ouais. Ça c'est quand même intéressant parce qu'on était. Là il y avait beaucoup de liberté là c'était. C'est la fin des années 60 quand même, non? C'est la toute fin des années 60, d'ailleurs ça se sent un peu. Ouais. C'est une des BD pop, de la même que Jodel que j'ai à côté, mais celui-là je trouve la couverture plus géniale encore que Jodel, bien qu'un peu moins rare que Jodel. On reconnaît d'ailleurs un petit air, c'était inspiré de quelqu'un. Je sais
pas si tu vois qui. C'est la femme de Dutronc là. Ouais, c'est Françoise Hardy. Françoise Hardy, ouais. Et pour Jodelle, c'est l'autre yéyé, comment s'appelle-t-elle? Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Et donc voilà, ça c'était un bon représentant aussi dans un autre genre, parce qu'il y a quand même en BD, à la fin des années 60 et surtout dans les années 70, tout un champ nouveau, il y a plein de choses qui apparaissent. Ça annonce Métal Hurlant un peu, non? Ou... non, je dirais que c'est un peu parallèle, mais disons que c'était globalement un vent nouveau qui soufflait sur la BD et dont celui-là faisait partie. Il y avait le pan BD pop, parce que Métal Hurlant, il y avait un tout petit peu de présence, comme dans Actuel, etc., de cette frange pop et psychédélique de la BD, mais c'est surtout qu'ils allaient s'affranchir de tout, comme avait commencé à le faire Drouillet dans Pilote, en pétant tout, mais c'était pas spécialement ni pop ni psychédélique, c'était surtout très libre dans le trait, dans ce qui était raconté, dans le propos. Par rapport à Spirou et Tintin, subitement, il y avait quand même quelque chose qui se passait. Ouais, après, dans la boutique, c'est vrai que, passé les années 50-60, puisqu'il y en a un petit peu partout quand même, j'affectionne particulièrement toute la BD américaine des années 70 et 80 d'ailleurs. Donc là, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de Corben, tous ces auteurs-là que j'aime bien. Ah, des albums comme ça, qui parleront évidemment beaucoup à tous les amateurs du genre. Voilà. J'essaye de collecter frénétiquement tout ce qui est dans cet esprit-là. Tout à fait autant que les albums des années 60 de Dupuis. En fait, voilà. La BD américaine m'intéresse tout autant que la BD franco-belge. D'accord. Après Public-Ness, dans les années 70, Casterman a pris le flambeau vraiment avec classe. Ces albums très fragiles mais très beaux, et avec des couleurs absolument improbables dedans. Là on parlait de BD psychédélique. On a Corto dans sa version, de même que Public-Ness d'ailleurs, sa version flashy. Ça flash un peu, ouais. Ça pète. Et alors je montrais juste avant cet album-là, parce que cette collection des grands formats carrés, on a fait fantasmer plus d'un, dont moi, parce que c'était des albums, un sacré objet quoi. Et c'était également très bien publié, avec cette petite trame. On ne peut pas le voir à l'image, mais tous les aplats sont tramés. Voilà, donc ça c'est pour le plein pied dans les années 80. Puisque même si là on est dans les années 80, voilà ce que ça a pu donner justement Métal Hurlant et tous ces fadas d'époque. Ah ça c'est vraiment délirant. Évidemment je pourrais sortir Bilal de l'époque, Moebius. Mais voilà, ça va beaucoup plus loin dans la liberté justement de ton entre BD et pataphysique. On avait les éditeurs géniaux, dont faisait partie Humano, mais alors, le plus fou de tous c'était quand même Futuro, qui parallèlement rééditait de l'âge d'or de la BD américaine, et en même temps s'aventurait dans tout ce qui est underground, que ce soit américain ou français, et alors surtout avec une liberté d'édition. Voilà, ça c'est un album Futuro, qui était offert aux adhérents, ou plutôt aux clients de la boutique Futuro, et ça aussi c'est du Futuropolis. A noter qu'il y a un tout petit envoi de Crumb. Bon, ça, ce n'est pas un dessin fait pour l'occasion, mais le petit envoi pour dire que c'est Robert Crumb himself à Paris en 85. Donc, bah, ça, évidemment, c'est carrément génial. Puis c'était génial de l'éditer de cette manière-là. Enfin, c'était vraiment formidable. Ouais, c'est un beau livre. Ouais, ça, c'est un beau livre. En revenant au journal de Spirou, bah, on a toutes ces petites séries. Ça, c'est un album que je trouve que je conseille à tout le monde. Absolument génial de Tiff étendu, le réveil de Dr. Voilà, ça, il y a comme ça des centaines d'albums de cette période-là qui sont tous très très bons. Vector Poche. Vraiment tout à fait à part également, pour moi. Donc voilà pour les années 80. Dans les années 90, ça va être quand même l'avènement
l'avènement de toutes ces séries-là, donc je les sors. À la fin des années 80, on était encore sous le coup de cette nouvelle veine de la BD historique. Alors les séries se multipliaient chez tous les éditeurs, etc. Donc au début des années 90, en gros c'était ça qui dominait. J'en ai plein la boutique parce qu'il y a des choses très bien. Et puis alors les années 90, subitement, après c'est l'arrivée, notamment de Delcourt, avec toutes ces séries. Évidemment je ne vais pas sortir le bon parce que ça c'est une réédition. Ce serait plus intéressant. Bref, l'arrivée, l'Enfeust de 3, tout ce qu'on voit là, tous ces grands formats, parce que c'est aussi l'avènement de cette taille-là, standardisée, des grands formats. Continuer à publier des choses format classique, notamment dans la continuité de ce qui était sorti dans les années 80. Mais alors, c'était vraiment l'explosion des grands formats portés par Glénat et Delcourt, mais aussi par Humano et Soleil. C'était une espèce d'obligation, voilà. Il fallait arriver à sortir des albums plus grands. Je suppose que c'est parce que ça permettait de les vendre plus cher. C'était pas forcément heureux, je trouve, comme format. Avec le recul, je trouve que cette espèce de standard, en tout cas, n'est pas quelque chose de très heureux. Beaucoup moins heureux que la liberté de faire des albums tantôt standard, tantôt géant, tantôt petit. C'est autrement plus attrayant à mes yeux. Et pour les trucs plus récents, je vois que t'as quand même pas mal d'indés, enfin pas mal, t'as de l'indé quoi. Ouais. La sauce, Huracan Marteau. Bah ouais, effectivement, en fait, notamment pour la partie occasion de la boutique, puisque tout n'est pas édition originale, d'ailleurs tout lequel dans lequel je me trouve là c'est surtout de l'occasion. C'est-à-dire de la réédition ou de l'occasion, des choses récentes. Effectivement, il y a quand même toute une partie qui est dédiée à la BD dite indépendante. En fait, c'est souvent pas indépendant du tout, hein, puisque c'est le format BD indépendante, mais enfin c'est Casterman, ça c'est Humanoïde Associé. Et il y a plein de choses, il y a plein de petites merveilles là-dedans, hein, ça c'est sûr. Est-ce que je vais en montrer une? Allez, il y a 2-3 trucs super. Bon, Persepolis, tout le monde connaît. Ghost World, tout le monde connaît pas peut-être, mais ça c'est vraiment une très bonne BD. Ou encore Escapo de Paul Pop, qui est un immense auteur américain pour moi. Alors, enfin, il y a toutes ces choses-là. Ça serait quand même bizarre de passer à côté de tout ça dans la librairie. Voilà, donc bon, un bon représentant du trip de l'association, donc de publier des choses dans tous les sens. Et là, pour le coup, un cran de plus dans la liberté, quoi. Ça, c'est sûr que dans le ton, et graphiquement, et la narration, et tout ça, c'est quand même... c'est quelque chose. Bon, le Comics 2000 étant un truc un peu à part, évidemment, puisque... Et méga collector aussi. Et méga collector, bah oui. C'était quelque chose. On marquait son temps. Bon, puis alors du coup, je saute directement à plus récemment, parce que ça, je trouve que c'est un bon représentant de ce que c'est devenu, toute cette nouvelle BD. Voilà, Pinocchio de Winchus, qui mériterait d'être lu par tous, parce que c'est vraiment génial. Pour le coup, moi je trouve que on est un peu au top d'un genre. Grand Prix d'Angoulême. Grand Prix d'Angoulême, bien mérité. En conclusion, on peut dire que dans cette librairie, tous les genres sont représentés, ou presque. Le manga étant un peu surreprésenté, mais tout le reste est là. Tous les genres, toutes les périodes. Et puis donc, il y aura tout un coin pour faire plaisir aux lecteurs. Et puis tout un coin plus important encore pour les collectionneurs, qui souvent sont aussi lecteurs, tant mieux. Voilà. Donc, venez tous.